Et bonjour les survivants et survivantes de notre base spatiale. On enchaîne avec la troisième vidéo, peut-être la dernière d'ailleurs, sur la lecture et la découverte des règles de Nemesis Lockdown. Je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire les modifications que j'ai opérées pour me projeter sur une partie solo. Full solo à ce jeu. L'astuce, c'est d'avoir pris beaucoup plus d'espace là dans ma boîte. Ce sera plus confortable pour manipuler tout ça. Et aussi, j'ai mis le laboratoire légèrement en hauteur là, en haut, sachant qu'a priori, le labo, on va pas avoir beaucoup d'interactions, pas trop fréquentes en tout cas. Bon, il est là, on pourra y aller facilement. Ça, c'est pour la partie joueur, moi-même. La partie plateau de jeu, je l'ai surélevé légèrement pour pouvoir caser ce foutu ascenseur qui me gênait jusqu'à présent. Là, on devrait pouvoir naviguer sans trop de problèmes. Ça doit pouvoir se faire, ok, parce que quitte à filmer au moins une partie, il faut que ce soit à peu près confortable. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Bah rien. Par contre, gros mea culpa, j'ai dit de la grosse merde. C'est étonnant. À un moment dans les règles, on avance, et puis j'ai confondu ça, qui sont des compteurs de dégâts, avec la règle de compteur de fouilles. En fait, le compteur de fouilles s'opère par le biais des numéros qui sont dans les salles. Si on peut fouiller 3 fois, on place le 3 devant la flèche, et puis une fois qu'on a fouillé, hop, ça descend à une fouille disponible, et puis après, 2 fouilles disponibles, et après une fouille disponible. Quand, quand on a fait la dernière fouille, bim, plus de fouilles disponibles pour la salle. Ça, bah, je pense qu'on va le voir sans plus attendre, puisque ça concerne les compteurs de dégâts. Puisque dans notre troisième vidéo de lecture et découverte, on va faire un gros morceau. Les rencontres et combats. Bien, 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 bien. Alors, une rencontre se produit à chaque fois qu'un intrus apparaît dans une salle où se trouve un personnage après avoir pioché un jeton intrus dans le sac. Ce serait l'élément déclencheur pour qu'un intrus apparaisse. Et ça passerait uniquement par la mécanique d'aller chercher un intrus là-dedans, sachant que intrus englobe les 4 ou 5 types d'ennemis différents, hein. Ah oui, alors ça c'est un point super important. La première rencontre avec un intrus est un moment crucial du jeu où les joueurs doivent choisir l'un de leurs deux objectifs à conserver et défausser l'autre. Plus d'infos, voir les jets de bruit. Une rencontre peut aussi être déclenchée par les effets d'une carte événement ou certaines cartes attaques d'intrus. Les cartes attaques d'intrus, il n'y en a pas tant que ça. J'ai peur que ça revienne. Une carte méchante revienne très souvent. Ça, c'est pas une balade de santé, on est d'accord. Une note, un intrus qui se déplace depuis une salle vers une autre salle contenant un personnage ne compte pas comme une rencontre. Oh purée, on a déjà un bémol à la phase de enfin oui, à la notion de rencontre. Donc c'est pas une rencontre parce qu'il est déjà sur le plateau en fait, hein. Si c'est l'ennemi qui fait un simple déplacement, c'est pas une rencontre. Ah oui, ce qui en découle, c'est ce que l'on doit appliquer lorsqu'on déclenche une rencontre. Première étape, défausser tous les marqueurs de bruit des couloirs reliés à la salle, y compris celui de l'icône des conduits si la salle comporte un conduit. Oui, puisque à la seconde vidéo de découverte, on a vu que ça faisait référence aux conduits qui sont symbolisés ici. Donc si on a un jeton bruit sur le conduit qui est commun à tout ce qui est conduit des autres salles,
Dans la procédure d'enlever les jetons bruit, barre-toi le feu, eh bien, on vire aussi le jeton bruit générique de partout. Bien, 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 bien. Donc déjà, on vire les marqueurs bruit. Ensuite, on pioche un jeton intrus dans le sac. Chaque jeton est marqué d'un symbole au recto et d'un ou deux chiffres au verso. Dans ce premier cas, utilisez le chiffre le plus élevé pour résoudre la rencontre si vous vous trouvez dans le noir. Plus d'infos sur les rôdeurs nocturnes, voir ci-dessous. Tac. Placez une figurine d'intrus dans la salle. Le type d'intrus doit correspondre au symbole du jeton. Voyez le plateau labo pour une description de chaque symbole. Ah! Alors, bon, ce sera plus simple d'aller faire une photocopie. Dégage-toi. D'aller faire une photocopie de la page qui était. Ici même, en plus, on a un visuel de chaque figurine, 2, 4 et un 5 types d'intrus différents. Dans la boîte de base, hein, faut pas oublier que dans l'extension Cheatread, on a aussi de nouveaux intrus. Et ouais, ok, ici au laboratoire, ça reprend le type d'ennemi qu'il y a. Par contre, le labo, il est toujours excentré par rapport au plateau principal. Ah ouais, tiens, ils auraient peut-être dû le mettre sur le plateau principal. Ce genre de mémo. Là, il y avait de la place, par exemple. Bon, c'est symbolique. Ok, donc on va aller chercher un jeton intrus dans le sac. Par exemple, un képin, parce que j'ai avancé. Oh! Une larve. Alors c'est bueno ça. On considère, hein, on va considérer, mais on va appliquer que nous avions du bruit dans les conduits. Nous avions du bruit dans ce couloir et ce couloir. Bim, une rencontre. Aïe aïe aïe. Moi je suis là. Je défausse les jetons bruit qui concernent la salle. Je pioche un jeton et je vais donc chercher la figurine. Si c'est une larve, c'est ce bout de machin là. Viens là, toi. On va faire connaissance avec toi. Alors là, c'est les phases où ça chie dur, hein. Donc un bout de larve. Donc comme je l'avais évoqué au déballage, c'est du Sundrop, à la vite fait, hein, comme ça au moins. Bon, j'ai choisi des teintes différentes selon le type d'ennemi qu'on allait rencontrer. Oh bah t'es tout petit toi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais pas peur. Oui, 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 continue donc. Ah oui alors, le jeton. Il y a la porte du bunker qui se fait la malle. Le jeton, on a dit que. Alors, un ou deux chiffres. Dans ce dernier cas, utilisez le chiffre le plus élevé pour résoudre la rencontre si vous vous trouvez dans le noir. Donc là, bah là, on n'en sait rien si on est dans le noir. Mais bon, il faut retenir ça. Comparez le chiffre approprié du jeton avec le nombre de cartes que vous avez en main. Oh, 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 oh. Ma main de cartes. Admettons que j'ai fait une fouille. Allez, on défausse. Admettons que j'ai fait une réparation. Ok, il me reste 3 cartes en main. Si vous donc on compare avec le chiffre le plus élevé. On va considérer qu'on est dans le noir, que ça pue la mort là-dedans, donc c'est le chiffre 2. Si vous avez moins de cartes que le chiffre indiqué, vous subissez une attaque surprise. Bim. Si vous avez autant de cartes ou plus que le chiffre indiqué, il ne se passe rien. Donc l'intrus débarque, ou bien on a une attaque surprise, ou bien il ne se passe rien. Mettez le jeton intrus pioché de côté. D'accord. Sous certaines conditions, il retournera dans le sac. Par exemple, si un intrus disparaît dans les conduits pendant leur déplacement. Ah ouais. Jeton rôdeur nocturne. Hum. Dans Nemesis Lockdown, les jetons intrus ont désormais 2 chiffres inscrits à leur verso. Ce sont les jetons rôdeurs nocturnes.
Les rôdeurs nocturnes sont bien plus à l'aise dans l'obscurité, ce qui rendra leurs attaques surprises dans le noir bien plus difficiles à éviter. Hormis cette différence, ces jetons sont traités comme des jetons intrus. Ah oui, on est forcément dans le noir s'il n'y a pas d'électricité dans le secteur dans lequel on se trouve. Lorsque vous comparez le nombre de cartes actions et contamination de votre main au chiffre du jeton, référez-vous au premier chiffre le plus bas si vous êtes dans le noir et au second chiffre si vous n'êtes pas dans le noir, chiffre plus bas et chiffre le plus élevé si nous sommes dans le noir. Ok. Alors là, il ne me fait pas d'attaque surprise, mais admettons que je n'ai que sur deux, là, il me reste plus qu'une carte. Attaque surprise. C'est une attaque d'intrus qui ne survient que pendant une rencontre. Si vous avez moins de cartes en main que le chiffre indiqué sur le jeton pioché, vous subissez une attaque surprise. Alors on pourrait se dire, ouais, mais c'est vachement redondant là, ça reprend exactement ce qu'on a lu il y a 1 minute 30. Eh ben non, on est bien content que ce soit redondant comme ça. C'est martelé comme les pubs. Bon là après ah oui, il faut que je vous parle de ça. J'avais évoqué pour faire le mémo sur Lockdown que j'aurais probablement une approche différente plutôt que de faire le mémo comme d'habitude, c'est-à-dire, je vous trouve ça. Ben voilà, phase joueur et ensuite phase d'événement. Et puis je fais le mémo en fonction de tout ça. Là, j'avais dans l'idée de le faire sous forme d'index. Est-ce que je vais chercher le mémo PDF? Voilà comment ça se présenterait. Donc les points de règle importants, ben ça il y en a toujours, hein, on va peut-être en avoir une quinzaine. Et puis après, vous voyez, j'ai mis par système de mots-clés, en reprenant toujours ce que l'on nous indique ici, ça c'est très bien fait. Et en dessous de chacun de ces titres, en fait, eh bien, je détaillerai en quelques lignes seulement, j'espère, remarquez, chaque fois qu'on a un point de règle, c'est pas non plus un roman, hein, qu'ils font. Je procéderai peut-être comme ça, ce qui fait qu'en suivant avec le mémo, le résumé des règles, qui quand même est assez grand, hein, en fonctionnant par mots-clés, si ça se trouve, pour ce style de jeu, ce sera plus fluide. Bon, je vais encore avoir pas mal de boulot pour avancer là-dessus, mais ça me paraît être un peu cohérent et je ferai peut-être pareil pour mon mémo de Robinson Crusoe. Parce que en cas d'animation sur ce type de jeu, il va falloir que ça soit super fluide et c'est clair que je ne pourrais pas me rappeler de 75% des règles. Pas déjà beaucoup, je pense. Bon alors reprenons. Si pendant une rencontre, vous piochez le jeton vierge, placez un marqueur bruit dans chaque couloir et conduit relié à votre salle, puis remettez-le dans le sac. Donc la rencontre se déclenche, on enlève le bruit, s'il ne se passe rien avec le jeton vierge, on remet le bruit. Ok. Sachant qu'il n'y a qu'un seul jeton vierge dans le sac de pioche, hein. Si le jeton vierge était le dernier du sac, ajoutez un jeton intrus adulte dans le sac s'il en reste. Puis remettez le jeton vierge avec. Allez, le deuxième effet qui se coule qui va bien. Note, lors de la résolution de l'étape sac intrus de la phase événement, les règles de jeton vierge ne sont pas tout à fait les mêmes. Oh purée. Vous voyez, c'est encore un bout de point de règle qui vient s'insérer dans une phase de rencontre, mais qui est différente de la phase d'événement. Typiquement, ça peut faire partie des points de règle importants. Bon, entrer dans une salle occupée par un intrus. On a le droit, hein, on va prendre un risque énorme, je suppose, mais on a quand même le droit. Je consomme une carte pour me déplacer. Je viens ici et
Ah bah tiens, d'ailleurs, j'étais en train de jeter un coup d'œil sur la planche de règles là. On les a là, les jetons intrus. Donc c'est impeccable. Combat, on a un résumé. Ok, la fuite, placement, les cartes actions. Bon, bah, je l'ai même pas encore regardé, mais ce sera intéressant d'y jeter un coup d'œil. Il faudra que j'y pense en fin de vidéo. Donc je dois dépenser une carte d'une valeur de 1 pour faire un déplacement. Si vous entrez dans une salle occupée par un intrus, ne résolvez pas de rencontre ni de jet de bruit. Votre personnage et l'intrus sont considérés comme immédiatement en combat. Exemple de rencontre. La survivante quitte le sas d'ascenseur pour rentrer dans la salle adjacente. Il y a 2 marqueurs bruit dans les couloirs reliés à cette salle. Comme elle entre dans une salle vide, elle doit résoudre un jet de bruit. Elle obtient 2 puisqu'il y a déjà un marqueur bruit dans le couloir 2. Cela provoque une rencontre. La survivante retire tous les marqueurs bruit des couloirs reliés, pioche un jeton rôdeur dans le sac. C'est un adulte marqué avec les chiffres 2 et 4. Le secteur de la survivante étant alimenté, elle compare le chiffre le plus bas aux cartes actions et contamination qu'elle a en main. Il ne lui reste plus qu'une seule carte. Elle subit donc une attaque surprise. Elle doit piocher et résoudre une carte attaque de rôdeur nocturne. Ah, ok. On a une rencontre qui se solde par la pioche d'une carte d'attaque de rôdeur nocturne. Alors, si c'est la reine, percez le cœur. Vous subissez une blessure grave, prenez une carte contamination. Si le secteur est dans le noir, si vous avez au moins 2 blessures graves, vous êtes tué. Allez, bim, ça c'est fait, comme ça, très bien. Ça fait combien? 18 minutes d'installation et 5 minutes de gameplay. Youhou! Non, au moins 20 minutes de gameplay. Donc ça, c'est une rencontre. Tac. Par contre, un combat. Lorsqu'un personnage et un intrus se trouvent dans la même salle, dans l'hypothèse où, tout de suite après la rencontre, je survis à la pioche de l'attaque du dévoreur nocturne. Là, on est considéré en combat. Au combat, vous pouvez attaquer un intrus ou fuir pendant votre tour d'action. Les intrus attaquent pendant la phase d'événement. D'accord. Certaines actions ne peuvent pas être utilisées en combat, notamment les actions de base, sauf déplacement pour la fuite, tir et corps à corps. Voir icône hors combat, page 14. Ah. Attaque contre un intrus pendant votre tour d'action. Vous pouvez attaquer un intrus de votre salle avec une action de tir ou de corps à corps. On peut faire une action de tir de base contre un intrus dans sa salle si on dispose d'une arme avec au moins une munition. Tombe bien. Ah, j'ai une traillette. Ah non, j'ai que la moitié parce que c'est une mitraillette. Munition 5 sur 5, c'est une arme énergétique. Chaque fois que vous tirez avec cette arme, défaussez une ou deux munitions. Pour chaque munition défaussée, lancez le dé de combat et infligez les dégâts à chaque lancer réussi. Donc on choisit notre arme et notre cible. On défausse une munition. Là, je vais défausser 2 munitions. On lance 2 dés de combat. Ça va être les 2 dés de combat rouges. Oh, on est vénère. N'allez pas venir me faire chier. Si je fais les symboles touche, infligez un dégât à votre cible, quel que soit le type de l'intrus visé. Infligez 2 dégâts à votre cible, quel que soit le type de l'intrus visé. Certaines armes ont des règles spéciales modifiant l'action de tir. Voilà, ma règle spéciale de la mitraillette, c'est de pouvoir lancer 2 dés de combat et d'infliger les dégâts correspondants selon le résultat. Ok. Comment on sait combien de points de vie possèdent les larvounettes? Est-ce qu'on a des cartes ennemies? Ah non, tiens d'ailleurs, ça me dit rien, ça, des profils d'ennemis, on n'a pas. Ok. Le dé d'avantage.
Le dé d'avantage est un dé de combat spécial. Tout effet qui évoque un dé de combat s'applique également au dé avantage. Lorsque vous faites une action de tir dans un secteur alimenté, vous devez utiliser le dé avantage au lieu du dé de combat. Si j'ai de la lumière, je balance ça. Ah ouais, on a un coton là. Alors, ce dé comporte deux nouveaux résultats. Si c'est le symbole 1 comme ça, avec une flèche de défausse, défaussez une carte action pour infliger un dégât à votre cible. Obligé. Il suffit de faire une touche, un dégât pour l'éliminer, pas besoin. Et si on a le fameux symbole avec deux touches, infligez un dégât à votre cible ou défaussez une carte action pour infliger deux dégâts à votre cible. Ah merde! C'est pas un avantage alors? Ça oblige à défausser des cartes? Quelle arnaque! Tiens, je vois ce symbole-là. Alors là, on est sur un échec, hein, on a manqué. Ça, par contre, si votre cible est une larve ou un griffeur, infligez-lui un dégât, sinon vous manquez la cible. Ah putain, putain. Ah ouais, d'accord, c'est pour ça que sur les faces rouges de touche, quel que soit le type d'intrus visé. Là, faut vraiment que ce soit ou une larve ou un griffeur. Hmm. Et si ça avait été l'autre, ou une larve, ou un griffeur, ou un adulte. Ouais. Donc ça, c'est important, hein, si on se trouve à être dans un secteur où il y a de l'électricité, on a le dé bleu. Le ou les dés bleus. Ça, c'était pour un tir. Maintenant, l'action de corps à corps. Par défaut, vous pouvez faire une action de corps à corps de base contre un intrus de votre salle. Je suis en train de penser qu'il faut penser via le laboratoire aux points faibles que l'on a pu découvrir. Toute action de tir avec une arme classique ou de corps à corps infligeant au moins un dégât inflige un dégât supplémentaire. C'est important. Comment je vais y penser ça? J'en sais rien. On n'en est pas là. Alors, une attaque de corps à corps. Piochez une carte contamination et ajoutez-la à votre défausse de carte action. Va vraiment falloir que je retrouve les cartes contamination, hein. Et ajoutez-la à votre défausse. Ok, choisissez votre cible, lancez le dé de combat. Putain, comme on est au corps à corps, on se prend forcément une contamination. Waouh. Waouh, 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 waouh. Et on applique le résultat. Ok. Exemple de combat. La survivante essaie de tirer sur un intrus avec son fusil d'assaut. Elle dépense une carte action, puis dépense une munition de l'arme. Elle lance le dé. Elle obtient deux touches. L'effet du fusil inflige un dégât supplémentaire lorsque l'on obtient au minimum un dégât. Donc, 3 marqueurs dégâts sont placés sur l'intrus. Elle tire alors une carte attaque d'intrus représentant l'endurance de l'ennemi pour connaître les effets des dégâts infligés. Ah ok. Comme la valeur indiquée sur la tache de sang en haut à gauche est supérieure au nombre de dégâts subis, il survit. Et là, elle essayait juste de tirer sur... c'est un costaud? Ah, ça a l'air d'être un griffeur, donc un peu plus costaud. Donc en fait, pour connaître le nombre de points de vie de ces saloperies, 2, 3, 5. Waouh, 4, 2, 4, 5. Ah, quand même, hein? Quand même, quand même. C'est costaud. Bon, on sait tirer, on sait combattre au corps à corps. Comment on s'enfuit, chef? Vous pouvez essayer de fuir le combat en faisant une action de déplacement vers une salle adjacente, qu'elle soit explorée ou non. On résout une attaque d'intrus avant notre déplacement. Donc, attaque d'intrus, c'est-à-dire
C'est-à-dire, ben, on les a pas encore vus. Attaque surprise, c'est pas ça. On pioche la carte. Ah non, attaque d'intrus, ce sera après. Ok. Donc en cas de fuite, ils ont en quelque sorte on va dire une attaque d'opportunité. Reste là, toi. Ok. S'il y a plusieurs intrus dans la salle d'où vous fuyez, résolvez une attaque d'intrus par intrus présent. Si vous survivez, bonne chance, votre déplacement se termine dans la salle adjacente. S'il s'agit d'une salle inexplorée, explorez-la normalement. Si vous mourrez, le corps de votre personnage reste dans la salle, d'où on a tenté de fuir. Important, si vous fuyez vers une salle ne contenant ni personnage ni intrus, résolvez un jet de bruit comme d'habitude. Waouh, waouh, waouh. Note, certaines actions autres que l'action déplacement de base vous permettent de fuir mais modifient aussi la règle, par exemple distraction. Certaines actions autres que l'action déplacement de base vous permettent de fuir, mais modifient aussi la règle. Ok, à voir sur les cartes quoi. Exemple de fuite. Après avoir infligé un dégât à l'intrus, la survivante décide de fuir. Elle dépense une carte action pour se déplacer vers le sas d'ascenseur. Comme les intrus attaquent tout personnage qui cherche à s'enfuir, elle pioche une carte attaque d'intrus. C'est une carte poursuite sanglante avec un symbole d'intrus griffeur. L'attaque touche la survivante et elle subit une blessure grave. Malgré tout, elle s'enfuit vers le sas d'ascenseur. Une situation désespérée appelle une action désespérée. Un tuyau de métal, un outil quelconque ou une crosse de fusil peuvent servir d'arme de fortune quand tout semble perdu. Pour autant, combattre au corps à corps n'est pas sans risque. Si l'attaque échoue, vous subirez immédiatement une blessure grave et risquez la contamination. Mhm. Ça n'est pas un jeu à joyeuseté. Les dégâts et la mort des intrus. Tache de sang, jeton carcasse. Lorsqu'un intrus subit des dégâts à cause d'une attaque ou du feu, placez sur sa figurine autant de marqueurs dégâts que le nombre de dégâts reçus. Vérifiez ensuite les effets. Si c'est un œuf et une larve, un dégât suffit à les tuer. Ok, ça dégage avec un seul dégât. Si c'est un griffeur ou un adulte, piochez une carte attaque d'intrus, c'est sa riposte en fait. Ignorez tout ce qui est écrit à l'exception du chiffre indiqué dans la tache de sang en haut à gauche. Ah oui, pardon, non, c'est pour vérifier son nombre de points de vie. Si ce chiffre est inférieur ou égal au nombre de marqueurs dégâts de l'intrus, il est tué. On retire la figurine de la salle et on le remplace par un jeton carcasse. Donc on peut ramasser les cadavres lourds pour le labo, je crois. Si en revanche le chiffre donc des points de vie de l'intrus est supérieur à notre total de dégâts, il est toujours en vie. Défaussez la carte piochée, vous en piocherez une autre à la prochaine attaque. Ah, ça me gêne. Parce qu'en fait, à chaque attaque, il n'a pas le même nombre de points de vie, le pépère. Allez, on va mettre ça sur le compte d'une mutation. Et enfin, en type d'ennemi blessé, si c'est un hybride ou une reine, c'est de même que pour les griffeurs et les adultes, mais avec 2 cartes dont on additionne les chiffres au lieu d'une seule. Si le total des cartes est inférieur aux dégâts, l'hybride ou la reine est tuée, sinon elle survit. Ouais. Note, la tache de sang représente l'endurance de l'intrus. Cette valeur varie si l'intrus survit à votre première attaque. Il faudra piocher une autre carte à l'attaque suivante et ainsi de suite. Icône de retrait. La retraite des intrus. Les intrus semblent sauvages, mais ils ne sont pas inconscients. Ils s'enfuiront s'ils subissent trop de blessures ou si quelqu'un touche
un de leurs points faibles. Lorsque vous vérifiez les effets des dégâts, une carte affiche une icône de retraite dans une tache de sang. Alors, ah là, ok. Alors, l'intrus bat en retraite. Piochez une carte événement, déplacez l'intrus par le couloir indiqué dans la section déplacement d'intrus de cette carte, puis défaussez l'événement. Oui, c'est vrai que là, c'était pour représenter les couloirs. Les couloirs. Donc dans cette salle-là, il fuirait par le conduit d'évacuation. En fait, à ce stade, on ne pioche que cette carte-là pour voir l'orientation de la fuite. Il y en a beaucoup qui fuient. Il y en a deux. Ah ouais, il y en a trois. 3 sur 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 3 chances sur 20 de le faire fuir. Bof, bof, bof. Mais c'est toujours ça. Quand ça tombe, on est content. Un intrus qui bat en retraite conserve les dégâts qui lui ont été infligés, mais il disparaît dans un conduit. Alors, les dégâts disparaissent. Ah donc il... Ah, mais s'il disparaît dans un conduit, là ça aurait été le cas, à partir du moment où il se fait la malle par un conduit, il perd ses dégâts, mais si celui-ci était une grosse bébête que je blesse, que j'arrive à faire fuir, vient là, il garde ses marqueurs points de dégâts. La reine et les hybrides battent en retraite si l'icône de retraite apparaît sur au moins une des deux cartes attaque. Ah oui, c'est vrai qu'avec les intrus de type reine et hybride, on pioche deux cartes pour leur valeur de points de vie. Oh, boudiou de boudiou de boudiou. Donc là, on sait se battre maintenant. Et on sait les faire fuir. Mais, attaque d'intrus. Il existe 3 cas de figure pour leurs attaques. Une attaque surprise, ça on l'a vu. L'attaque pendant la phase événement. Ok. La fuite d'un personnage. Chaque attaque se déroule en suivant ses étapes. On choisit le personnage attaqué. L'intrus peut uniquement attaquer un personnage de sa propre salle. S'il y a plusieurs personnages dans la salle, les intrus attaquent toujours celui qui a le moins de cartes action en main. Ah oui, ça leur donne un avantage. S'il y a égalité, ils attaquent le premier joueur. Ok. Par contre, en cas d'attaque surprise, le personnage attaqué est celui qui a déclenché la rencontre. Oui, c'est logique. Et en cas de fuite, le personnage attaqué est celui qui s'enfuit, sans déconner. Donc d'abord, on choisit qui est attaqué. Ensuite, on pioche et on résout une carte attaque d'intrus. Ah, il va falloir que je fasse pause. Bien, me revoici. Il y a des appels auxquels on ne peut pas ne pas décrocher. Allez, donc, piochez et résolvez une carte attaque d'intrus. Si la carte affiche un symbole d'intrus correspondant à celui qui attaque, on résout l'attaque. Certaines cartes attaque comportent un effet supplémentaire qui n'est résolu que dans les secteurs non alimentés. Hmm. Ouais, mais qu'est-ce que je voulais dire? Ça, c'est attaque de rôdeur nocturne. Alors que là, une carte attaque d'intrus. Quoi? Plus ça va, plus je me dis que quand j'ai trifouillé la boîte, alors, attaque d'intrus, on est d'accord que ce sont les mêmes cartes? Putain, va falloir que je recheck bien ça. Carte blessure grave. 20 cartes attaque de rôdeur nocturne. Ouais, c'est celle-ci.
Et les événements de rôdeurs nocturnes. Événements, ouais, ok, j'ai. Ah non, vous êtes bon là. Oui, 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 oui. Ah, c'est moi qui me fais peur. Oh, les gars, les gars, les gars. Et donc, c'est bel et bien parce qu'ils ont nommé ça une carte d'attaque d'intrus, mais c'est toujours attaque de rôdeurs nocturnes. Donc, comme ça. Alors, si ça représente le symbole de l'intrus qui correspond à l'attaque, bah, on la résout. Certaines attaques ont en plus un effet supplémentaire si, si on est dans le noir. Si vous avez 3 blessures graves, vous êtes tué. Bye bye! Bon, ok, c'est pas du tout démoralisant, hein, tout va bien. Après, effet supplémentaire, d'accord. Sinon, l'attaque échoue. Ouais, il faut au moins que le symbole de l'intrus soit présent sur la carte. On a une chance de passer au travers. Voir le plateau labo pour une explication des symboles, oui. Important lors d'une attaque d'intrus, ignorer le chiffre inscrit dans la tache de sang, logique, puisque ça ne représente que leur endurance. Après avoir résolu une attaque, placez la carte d'attaque dans sa défausse. Si vous épuisez le paquet, on remélange, logique. Alors, le détail d'une carte, on a l'endurance en haut dans la tache de sang, les symboles d'intrus concernés et les effets de carte, plus l'effet supplémentaire si toutefois on est dans un secteur privé d'électricité. Alors, attention, ça c'est le cas générique pour les intrus, mais on a une attaque spécifique pour la larve. Si vous êtes attaqué par une larve, ne piochez pas de carte. En revanche, retirez la figurine du plateau. Ah d'accord, donc elle m'attaque, elle dégage. Placez-la sur votre plateau individuel. Ah bon? Pas pourquoi? Et piochez une carte contamination. Pas pourquoi? Pas sympa, toi. Retirez la figurine de larve et placez-la sur votre plateau individuel. Ah ouais, parce que les larves peuvent s'insinuer en nous. Voilà les cartes contamination, on va les trouver là-dedans. Les cartes action. T'es où, t'es où? Ah ouais, va falloir que je les sleeve d'ailleurs. Tiens. Ouh, voilà, là on verra mieux. Ouh. Oh, mais elles sont toutes là. Oui, elles sont. Oh, il y en a un paquet, ma race. Ah, ah la vache. Il y en a trop. Sans déconner, il y en a trop. Ok, donc ça, les cartes contamination, non seulement ça pourrit notre main parce que ça devient des cartes inopérantes, hein, on ne peut pas jouer d'action avec elles, mais en plus de ça, ça peut nous infecter, et puis même si on accomplit notre objectif, on peut quand même perdre la partie quand elle s'arrête et que l'on s'aperçoit qu'on est contaminé. Alors les cartes contamination, dans certaines situations, vous recevrez des cartes contamination, en plus de vos blessures. Toute carte contamination reçue, quelle que soit son origine, doit être prise dans le paquet contamination et placée au sommet de votre défausse. Ah oui, c'est quand on remélangera qu'on tombera dessus. Ces cartes sont un handicap, vous devez les garder en main comme des actions. Elles n'offrent pas d'actions supplémentaires, vous ne pouvez pas les dépenser pour payer une action. Vous pouvez les défausser quand vous passez. Ah ouais, ok. Chaque carte contamination cache une information, infectée ou non. Ça, c'est en mettant dans le décrypto contamination, insérer carte contamination, et on voit ce qui se passe. Ok. Si vous ne prenez pas la peine de scanner vos cartes contamination avant la fin de la partie, vous prenez le risque de mourir à la fin du jeu, alors que vous sembliez tiré d'affaire. Certaines cartes événements peuvent vous forcer à scanner vos cartes contamination.
Scanner et retirer des cartes. Ah ouais, là on voit Infected. Comme ça, là, on voit qu'il y a marqué Infected. Plusieurs méthodes existent pour vous débarrasser de vos cartes contamination. Le repos, l'action du bloc opératoire, la salle de décontamination et une action de l'alcool. 4 façons de s'en débarrasser. Chaque carte ou salle concernée détaille la procédure à suivre. Lorsque vous devez scanner des cartes, procédez comme suit. On prend le scanner, on place son filtre. Il se peut que le mot infecté apparaisse. Si ce n'est pas le cas, la carte n'est pas infectée. Regardez bien, car certains mots codés sont orthographiquement très proches du mot infecté. Dans les deux cas, les effets supplémentaires du scanner sont appliqués sur la carte ou la salle dont vous avez utilisé l'action. Si votre carte est infectée, placez une figurine de larve sur votre plateau. S'il y a déjà une larve, vous êtes tué et un griffeur surgit de votre cadavre. Placez sa figurine dans la salle où vous avez mouru, où vous vous êtes chié dessus. Si une règle vous demande de retirer une carte contamination, on la place au-dessous de la pioche contamination. On a un exemple, hein, on insère la carte, on voit ce qui apparaît. Si on est contaminé, bim, on place une larve sur notre plateau. Comme on dit, tout ce qui ne saigne pas peut mourir. Mais est-ce que ces bestioles saignent vraiment? Quoi qu'il en soit, quand on tire dessus, elles ont mal. Cela dit, vous ne pouvez jamais savoir si vous allez pouvoir les tuer avant de tomber à court de munitions. Même les survivants du Némésis ne savent toujours pas combien de dégâts suffisent pour les tuer. Oui, alors je sais ce qui me perturbe en lisant ça, c'est le, le fait d'avoir joué à autant de jeux en dungeon crawler principalement, où un type d'ennemi possède tant de points de vie et on sait à quoi s'en tenir. Alors que là, c'est vrai que c'est une mécanique qui est vraiment super, ça colle parfaitement au thème. Si ça se trouve, on a affaire à un ennemi qui est survitaminé, on peut le dire comme ça, ou alors on a affaire à un ennemi qui est ultra faible. Ça peut être possible aussi. Ok, ok. Bon, sympa. Voilà une chose sympathique, dure à vivre, hein, je pense, en termes de jeu, mais bon, très sympa. Blessure et la mort des personnages. Pendant la partie, vous pouvez subir deux types de blessures, légères ou graves. Point. Lorsque c'est léger, on place un marqueur de dégâts sur la case du haut de la piste des blessures de son plateau. Sur la... Ah ouais, yep. Yep, ce serait là. Alors pour le coup, ma défausse risque de gêner, sauf si je la mets dans ce sens-là, ça peut être pas mal. Et donc, un marqueur de dégâts comme ça. Là, on est en blessure légère. Et deux blessures légères, bah, je suppose que va y mettre deux. Alors attendez, il faut que je fasse une bricole avec le téléphone parce que sinon il va pas arrêter de saunager, ça va être perturbant. Bien. Donc, blessure légère, ok. Si un marqueur de dégâts se trouvait déjà sur votre piste de blessure, déplacez-le d'un cran vers le bas. Ah ok. Ch'touk. On est en blessure. Ah, c'est notre deuxième blessure légère. Ok. Si on a une blessure légère, deux blessures légères, ok. Blessure grave. Si le marqueur atteint la case blessure grave, défaussez-le et subissez une blessure grave. Si j'arrive là, j'enlève ça et pour rigoler, on va piocher dans le paquet de cartes blessure grave.
Piochez une carte, placez-la à côté de votre plateau. Elle vous affecte en permanence. Blessure grave à la main. Le coût de toutes les actions d'objets augmente de 1. Ah, alors ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Ok, ceci dit, la carte sentinelle, c'est une carte de départ, on peut la mettre en haut. Et ça peut permettre de mettre les blessures graves ici. Ouais, ça prend quand même pas mal de place, mine de rien. Bon, il n'y a pas d'autre effet, hein. Et si on check un peu plus nos blessures graves, ah ouais, ok, c'est vraiment les parties du corps. J'espère qu'on n'est pas blessé aux couilles, hein, parce que ça m'handicaperait vraiment. Le genou, ok. L'abdomen, ok. Ah, les yeux. Ah, purée. Pardon, le bras. Bon, la mimine, d'accord. Hémorragie. La jambe, bah oui, bah oui, bah oui, la jambe et le torse. Alors, on peut être blessé au niveau de la tête seulement aux yeux, pas au crâne. C'est pas la tête en soi, c'est les yeux. Vous êtes toujours considéré comme étant dans le noir. Est-ce Dieu possible? Je crois que c'est le premier jeu où j'ai pleinement conscience, parce que c'est clairement l'optique du gameplay qu'on a à faire, où on est dans de l'extrêmement compliqué. Et je préfère ça, c'est-à-dire être averti directement, plutôt que de découvrir en cours de campagne, par exemple, bah, que en fait les règles sont bancales parce qu'elles sont mal pensées, trop punitives, ce genre de choses. Là au moins on sait à quoi s'attendre, donc la façon de rentrer dans le jeu est vraiment différente. C'est cool. Alors qu'on en finisse avec ces blessures graves. On la met à côté du plateau. Ok. Chaque type de blessure grave provoque un effet différent. Si vous souffrez de 3 blessures graves, la moindre blessure supplémentaire, qu'elle soit légère ou grave, nous tuera. Est-ce qu'on est à même de survivre jusque-là? Lorsque vous mourrez, quelle qu'en soit la raison, retirez votre figurine de la salle où on était et on met un cadavre de personnage. De plus, vous lâchez tous les corps lourds en votre possession. Le reste de vos objets est remis dans la boîte face cachée. Important, si vous piochez plusieurs blessures graves identiques, leur effet ne se cumule pas, mais cela vous prendra plus de temps pour vous débarrasser de ces effets. Ah ouais, d'accord, on peut cumuler. Ok. Penser et soigner des blessures. En cours de jeu, vous pouvez penser et soigner de différentes façons, avec des vêtements, une agrafeuse cutanée, un medikit ou l'action de la salle infirmerie. Chaque carte ou salle indique les détails du traitement de la blessure concernée. Alors, pour penser une blessure grave, on retourne une de nos cartes blessure grave face cachée. L'effet est ignoré, mais elle compte toujours dans la limite des 3 blessures. Ok. Par contre, si on soigne une blessure grave, on remonte. Ah oui, ok, on remonte notre marqueur d'un cran. Et sur une blessure grave pensée, défausser la carte blessure grave. Ah ouais, ah, c'est bien pensé ça au niveau mécanique. Cela voudrait dire que maintenant, on a balayé toutes, comment? Bah, tout ce qu'il faut pour le combat. La rencontre, ça c'est spécifique. Le combat en lui-même, l'option de fuite, les dégâts et la mort des intrus, leurs attaques, ok, et les cartes contamination qui sont traitées à part. D'accord. Et puis bien sûr les blessures et notre mort programmée. Maintenant, on va s'intéresser aux connaissances et points faibles.
Votre niveau de connaissance augmente au fur et à mesure des découvertes que vous faites sur les intrus et vous aide à mieux les combattre. Certains niveaux de connaissance confèrent même de nouveaux effets à des cartes, objets et actions. Exemple, phéromones ou combustible. Il y a plusieurs moyens de gagner des connaissances. 3 connaissances lorsqu'on analyse une faiblesse dans le labo ou qu'on utilise le matériel d'analyse. Pour ça, on défausse le corps, quelle que soit l'action. Ok, donc en faisant une analyse de faiblesse. On peut gagner de la connaissance par le biais d'une des actions de l'ordinateur. Ici, et pour mémoire, on ne peut pas se servir d'un ordinateur dans une salle si la salle n'est pas alimentée. Les batteries, ils ne connaissaient pas à l'époque. Ok. On peut gagner une connaissance lorsque l'on découvre où est le nid. On peut utiliser la salle des archives pour gagner 2 connaissances et activer notre jeton. Et on peut utiliser certains autres objets et actions dont les effets nous confèrent le nombre de connaissances précisées. Alors, activer notre jeton connaissance. Où est-ce qu'il est passé d'ailleurs mon jeton connaissance sur mon plateau? Parce que là, c'est quand j'ai bougé tout le bazar. Il est là. Il est là, il est là. Vous pouvez utiliser l'action de la salle des archives pour activer votre jeton connaissance et gagner 2 connaissances. Retournez votre jeton côté fiole rempli pour indiquer son activation. Ah ouais, ok. Un jeton connaissance activé est requis pour accomplir certains objectifs. Une fois activé, il ne peut plus être retourné du côté inactif et vous ne pouvez plus utiliser l'action de la salle des archives. D'accord, donc pour l'activer, c'est ça. Ah ok, donc là au laboratoire, on a la piste de connaissance. Et c'est pour ça qu'il y a un jeton connaissance de chaque couleur des joueurs. Qui fait que si on joue à 3 joueurs, vous êtes tout. Par exemple, jaune et violet. Le joueur bleu peut très bien ne pas avoir découvert de connaissances. Le joueur jaune peut très bien avoir un niveau de 3 connaissances. Et le joueur violet, pour X raison, peut avoir atteint 5 connaissances. Une seule et même piste pour tout le monde et non pas une piste liée sur notre plateau joueur. Ok. Alors ça donc ce sont les connaissances. Maintenant, pour le coup, on va rester au laboratoire pour la notion de points faibles qui sont là. Et on démarre forcément avec une carte retournée. Lors de la mise en place, vous avez placé aléatoirement 3 cartes. En cours de jeu, vous pourrez découvrir les points faibles. Ils représentent les observations que vous rassemblez face à la forme de vie hostile qui vous menace. Au début du jeu, la première carte est révélée. Pour découvrir une carte point faible, n'importe quel perso doit aller au laboratoire pour analyser l'un des 3 corps existants. Un cadavre de personnage, une carcasse ou un œuf. Après avoir analysé un corps, placez le corps analysé sur le premier emplacement corps analysé. Ok. Puis révélez la carte point faible associée. Les cartes points faibles révélées modifient les règles relatives aux intrus et vous donnent un léger avantage contre eux, mais seulement si vous possédez le niveau de connaissance requis pour chaque carte. Niveau de connaissance requis pour chaque carte. Ah ouais, là c'est en gras. 3, 5 et 8, respectivement de gauche à droite. Si vous ne possédez pas un nombre de connaissances égal ou supérieur au niveau requis, vous ne pouvez pas exploiter l'effet de la carte connaissance associée.
Là, visiblement, il n'y a pas besoin de connaissances spécifiques. Euh, Là, c'est pas marqué en tout cas. L'instinct grégaire, c'est pas marqué non plus. Ça restera à bien redétailler. Ça ne me saute pas au non-œil. Euh, les survivants du Némésis, le rat de labo, la survivante et les personnages de Némésis démarrent la partie avec 3 connaissances. Ils peuvent donc d'emblée exploiter l'effet de la carte point faible révélé. Ah bon, d'accord. Il me faut 3 connaissances pour utiliser celle-ci, 5 pour elle et 8 pour elle. Ah voilà, j'ai la réponse. Vous ne pouvez pas découvrir un nouveau point faible en analysant un corps déjà analysé précédemment. Par contre, vous pouvez analyser le même type de corps plusieurs fois pour gagner des connaissances. Important. Dans Lockdown, les corps sont retirés du plateau immédiatement après avoir été analysés. Si vous ne pouvez pas les placer sur un emplacement libre du laboratoire, défaussez-les quelle que soit l'origine de l'effet. Ok, ok. Mais je suis en train de me poser la question à quel moment on a le temps de, de faire toutes ces actions-là. La vache, ce serait bien, hein, mais je ne me vois pas survivre très très longtemps. Je me fais peut-être des idées. Allez, on va enchaîner maintenant avec le courant. Le courant par rapport au secteur. On a un jeton temps inactif, un jeton temps activé. Alors, on parle de ce jeton temps ici. Au début de la partie, la base est en grande partie alimentée, mais les réserves d'électricité diminuent rapidement car la génératrice de secours est inactive, ce qui est représenté par le jeton temps côté inactif. D'accord, ça veut dire qu'on démarrerait comme ça. Quand je dis comme ça, c'est pour dire qu'on est comme ça. Ensuite, les secteurs alimentés ou pas. Là, je suis alimenté, là, je ne le suis plus. Donc, il est alimenté ce secteur dès que son jeton courant est du côté bleu. Les règles suivantes s'appliquent à un secteur qui est alimenté. Les personnages qui font une action de tir doivent utiliser le dé bleu d'avantage à la place du dé de combat habituel. Les personnages peuvent utiliser les actions d'ordinateur dans les salles du secteur comportant une icône d'ordinateur. Alors par contre, une icône d'ordinateur, là visiblement on n'a pas de... Dans cette salle on n'aurait pas d'ordinateur. Ça ressemble à quoi? Le dépôt, ben non, c'est une simple salle de départ. Là, une icône ordinateur, là, système automatique de Fred B, pas du tout. Euh, je agade, hein. Ah, voilà. Par exemple, au laboratoire, on sait que on a une icône d'ordinateur. Donc, si le laboratoire se trouvait être ici, secteur 01 alimenté, on pourrait l'utiliser. OK. Ensuite, les personnages dans un secteur alimenté ne sont pas concernés par les effets dans le noir, sauf si on est blessure grave aux yeux. Lors de la phase événement, les marqueurs bruit des secteurs alimentés sont retirés du plateau. L'obscurité. Un personnage est dans le noir tant qu'il est dans un secteur non alimenté. Il sera donc affecté par tous les effets de jeu qui se résolvent dans le noir. Yes, plusieurs cartes comportent des effets dans le noir, des événements, des jetons intrus, des attaques d'intrus. Ok, note. Certains effets comme celui de la lampe torche vous permettent d'ignorer dans le noir. Dans ce cas, vous pouvez ignorer n'importe quel effet listé dans cette section. D'accord. Bon, ça, c'est pas la règle la plus compliquée, hein.
Ok, le labo, on va le remettre comme ça. Les jetons rôdeurs nocturnes. Alors oui, comme on l'a vu lorsque on pioche dans le sac, pendant une rencontre, les personnages dans le noir doivent toujours résoudre la valeur la plus élevée au verso du jeton pioché pour rétablir le courant. Ah, la génératrice de secours. C'est une salle spéciale du secteur S03. Ah ben voilà autre chose. La génératrice de secours, une salle spéciale du secteur 3, permet de rétablir le courant dans la base. L'effet est éphémère, mais il sera peut-être suffisant pour vous permettre d'accomplir votre objectif et de vous échapper. La génératrice de secours a 3 fonctions. Rétablir le courant dans certains secteurs de la base, réarranger les jetons du courant ou retarder la panne complète de la base. L'action de salle de la génératrice permet elle aussi de rétablir le courant d'un secteur. On nous dit que c'est une salle spéciale. Ah bah oui, elle est là, la génératrice. Oui, oui, oui. On démarre phase visible, génératrice de secours. Ok, donc ça peut être un endroit clé sur lequel se rendre pour justement gérer le courant. Bouillou. Les seuils d'alimentation, par contre, alors là, on va revenir sur la piste de temps, qui n'est pas une simple piste de temps pour le coup. Les seuils d'alimentation sont imprimés sur la piste temporelle. Ils indiquent les moments où la base va subir une perte de courant. Les seuils rouges, ils font chuter le courant seulement si la génératrice est inactive, donc le jeton temps côté rouge. Et les seuils bleus, ils font toujours chuter le courant. Ah bah merde. Ah oui, d'accord. Si on est en seuil alimenté, quand on franchit un secteur rouge, ça ne fait pas chuter le courant. Par contre, même si on est alimenté et que l'on franchit un seuil bleu, ça fait de toute façon chuter le courant. C'est bien ça? Ça a l'air d'être ça. L'effet des seuils bleus s'applique même si la génératrice de secours est activée. Ouais. Voyez le bon côté des choses. Quand le jeton temps est activé, le courant diminue bien plus lentement que s'il ne l'était pas. Ouais, c'est vrai. Chaque fois que le jeton temps passe un seuil d'alimentation, vérifiez si le seuil fait chuter le courant ou pas. Ah ouais, c'est pas systématique. Là, par exemple, on n'a pas de ni rouge ni bleu. On passe du 13 au 12. Pareil quand on passe du 11 au 10. Ça se produit de temps en temps quand même. Alors, si le temps est côté rouge, le courant chute, quelle que soit la nature du seuil dépassé. Si le temps est côté bleu, le courant ne chute qu'au seuil comportant 2 fois le symbole du jeton temps. On voit qu'on a 2 fois le symbole du jeton temps. Lorsque le courant chute, retournez le jeton bleu à le jeton courant actif, bleu avec le chiffre le plus élevé. Ah bon? On a un jeton temps actif? Oui, bah c'est possible. Un jeton courant? Lorsque le courant chute, retournez le jeton courant actif bleu avec le chiffre le plus élevé. Ah mais oui, 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 pardon, pardon, pardon. Ce sont ces chiffres-là, là. Voilà, qui concernent chaque secteur et l'ascenseur. Et quand le courant chute, stack, stack,
c'est le chiffre le plus élevé qui devient inactif. Donc, paf, l'ascenseur devient inopérant. Chiotte. Note. Certains effets de carte action comme le contournement ou des effets de carte événement comme surtension peuvent alimenter ou couper le courant d'un secteur, voire même retourner le jeu ton temps. Ok, j'ai envie de dire ok. Maintenant, on va s'intéresser aux objets et au corps. Avoir les bons objets au bon moment fera souvent la différence entre la vie et la mort. Vous pouvez récupérer des objets de différentes façons. Certains personnages commencent la partie avec un objet de départ. Vous disposez aussi d'un objet de quête. Cette carte est placée face cachée à l'horizontale. Un objet de quête, oui, oui, tout à fait. Par exemple, avec la sentinelle, c'est la combi d'intervention. On doit se rendre au système automatique de fret A pour pouvoir l'activer. Bim, combinaison activée. Ouais, c'est ça. Une fois que vous avez rempli les conditions d'activation, vous pouvez défausser une carte action pour la retourner et elle devient une carte d'objet normal. Rien n'est gratuit, hein. En cours de jeu, vous pouvez trouver des objets dans les salles grâce à la carte action fouille. Et il faut se souvenir que l'on va chercher des cartes en fonction de l'icône qui est représentée sur la salle. Ah ouais, là par exemple, ça pourrait être de la carte munition, enfin arme, soin ou objet pratique. À la salle contaminée, chiotte, attention au slime. C'est bénéfique en termes de pioche possible, mais par contre, attention les yeux. En cours de jeu, vous pouvez fabriquer des objets à partir d'autres objets, ça on l'a vu. On peut découvrir des corps lourds comme des cadavres de personnages, des carcasses, des œufs qui ne sont pas représentés par des cartes, mais par des jetons ou des figurines. Et donc, on l'a vu, hein, les corps, les utiliser au labo. Quand une carte action, une action de salle ou un événement s'y réfère, ah oui, on peut utiliser les corps à ce moment-là. Ouais. Important, certains objets sont à usage unique. Vous devez les défausser après les avoir joués. Lorsqu'une carte objet est défaussée, défaussez la face visible. Lorsqu'une carte objet est défaussée sans être utilisée, par exemple lors d'une action de fouille, remettez-la face cachée sous la pioche. Et puis, on a 5 points sur les cartes objets. Alors, icône de composant bleu peut être utilisé comme un composant. Ah oui, c'est vrai. Pour fabriquer les objets, il faut associer des objets avec les bons composants. L'icône hors combat. On ne peut pas l'utiliser en combat. Usage unique 3. Ah oui, la mention usage unique si c'est le cas. Le coût de l'action pour utiliser le medikit en l'occurrence. Et les effets de l'action. Ou bien penser une blessure grave, ou bien soigner une blessure grave qui aura été pensée. Maintenant, à l'inventaire et la main personnage. On va revenir sur notre plateau sentinelle. Avec notre main. Qu'est-ce que j'ai fait de ma main de carte? Ah oui, elle est là-bas. C'est pour ça que j'irai là-bas. Donc, la main de carte, inventaire et main de personnage. Il existe deux types de cartes objets. Les objets lourds portés à la main et les objets normaux qui sont gardés dans l'inventaire. Les joueurs peuvent aussi transporter des corps lourds en jetons.
Donc objet lourd porté dans les mains et notre inventaire. Tous les objets normaux peuvent être tenus secrets. Placez-les dans le porte-cartes pour que les autres joueurs ne voient que leur dos. Ils peuvent donc avoir la couleur de vos objets, mais ils peuvent donc voir la couleur de vos objets, mais pas leur nature. Toutefois, quand vous utilisez une carte objet, vous devez la montrer aux autres joueurs. Ah oui, pour pas qu'il y ait de gruge. On peut pas leur dire, bah là je suis en train d'utiliser un medikit, hein, faites-moi confiance, vous voyez, je me soigne, hein. On doit la montrer. Euh, alors l'inventaire, vous pouvez mettre autant d'objets que vous voulez dans votre inventaire. Ah ouais, ok, on peut mettre des cartes superposées. Ok, dans l'inventaire, déjà, on peut en mettre une, deux, trois, quatre. Alors cinq, ça tient pas, mais après, on peut très bien surstocker. Ça marche. Icône de main, corps et objet lourd. Les icônes. Ah, c'est ça. Icône de main, de corps et d'objet lourd. Par exemple, la mitraillette, là, on voit qu'on a un symbole comme ceci. En fait, une main avec une poignée. Les objets lourds comme les armes sont marqués d'un icône de main. Ils ne peuvent pas être tenus secrets et ne vont jamais dans l'inventaire. Lorsque vous ramassez ou que vous recevez un corps ou un objet lourd, vous devez le placer sur un des emplacements de main libre. Vous ne pouvez donc transporter que 2 corps ou objets lourds. Si vous avez les 2 mains prises et que vous voulez prendre un autre corps ou un objet lourd, vous devez d'abord lâcher l'un des 2 transportés. Lorsque vous trouvez une arme, reviens là toi, une arme au cours d'une action de fouille, placez immédiatement autant de marqueurs munitions indiqués sur la carte. Le premier chiffre désigne les munitions contenues dans l'arme lors de son obtention. Le second chiffre indique la capacité maximum en munitions d'arme. Ok, donc là, vu que c'est une carte objet de départ, oui, puisque c'est lié à la sentinelle. Au départ, lorsque je l'obtiens, j'ai bien 5 munitions, et au maximum de toute façon, je ne pourrai recharger qu'à hauteur de 5 munitions. C'est trop. Alors, attendez, il faut que je vous montre ça. Je fais vraiment une aparté pour le fun. Mais le chaton, je vous rappelle, qui s'appelle Roupette, il est tellement malheureux, ce chaton. Alors, il n'est pas mort, hein, vous voyez, il bouge, hein, il y a aucun souci. C'est juste qu'il se tape une sieste derrière la baie vitrée de la station spatiale, là. Il est trop mal. Lui, il s'en fout, hein. Et puis alors, pour le coup, c'est raccord, puisque n'oublions pas que le jeton premier joueur est représenté par un chat. Allez, on y retourne. Important. Une arme ne peut jamais excéder sa capacité maximale de munitions. Ça, c'est parfaitement logique. J'aime ce genre de point de règle. Parfois, vous pouvez ajouter une carte objet à une autre, considérez que les 2 cartes fusionnent. Ah oui, d'accord. Imaginons que sur la mitraillette, je mette un chargeur supérieur. Non, une visée laser. Donc je mettrai les 2 cartes associées. Et elles compteraient que pour une seule carte. Important, le ruban adhésif vous permet de combiner 2 objets lourds qui n'occupent plus qu'une seule main, mais pas 2 corps lourds. Les objets lourds sont tous des objets marqués de l'icône main avec une poignée. Donc si j'ai du scotch, du ruban adhésif, je peux combiner les 2 pour porter les 2 en même temps en fait, hein, c'est ce que je comprends. Permet de combiner 2 objets, mais pas de corps, d'accord. Les corps lourds sont des jetons, des œufs d'intrus, les cadavres de personnages ou les carcasses d'intrus. Les larves ne sont pas des jetons en soi. Ok.
Pour lâcher un corps ou un objet, vous pouvez gratuitement le faire à tout moment pendant notre tour. Ces éléments peuvent venir de vos mains ou de notre inventaire. Ah bah oui, on pourrait très bien avoir un objet. Ah non, je peux pas avoir un objet lourd dans mon inventaire. Ah pardon, là on parle de lâcher un objet, qu'il soit lourd ou pas. Donc je peux très bien lâcher un objet classique de mon inventaire n'importe quand pendant mon tour. Un objet lâché reste dans la salle où vous l'avez lâché, donc là il faudra laisser la carte objet sur la salle, et c'est pour ça qu'on a un petit format de carte pour que ça tienne sur la tuile, là. Et enfin, un objet lâché et perdu. Ah non, j'ai dit une bêtise. C'est le corps qui est lâché qui reste dans la salle. Par contre, si on lâche un objet, il est perdu. Remettez sa carte face cachée sous sa pioche. Ça, c'est dommage. Alors ça, c'est vraiment dommage parce que en full coop, si on peut pas faire d'échange pendant notre tour, ça peut être intéressant de lâcher un objet, une charge thermique, une charge de thermite. Je suis là, je lâche l'objet et le prochain qui passe en full coop, il récupère. Ah, ça peut être une option à mettre en place, ça, pour le fun. Une petite variante qui serait peut-être la bienvenue, juste pour voir si ça nous permet de survivre un tour de plus, et un tour de plus, et un tour de plus. Il y a de tout dans ce bâtiment. Parfois, il faut juste prendre le temps de fouiller autour de vous. Un bâton luminescent peut toujours être utile. Un peu de combustible, un briquet, et hop, voici un lance-flamme improvisé. Pas bête. C'est vrai que c'est pas bête. La fouille, alors on a déjà vu l'option de fouille hein, au tout début. En plus des objets reçus au début de partie, il existe 4 couleurs: rouge militaire, jaune technique, vert médical et bleu les objets fabriqués. Technique médicale et militaire rouge. Les objets rouge, jaune et vert peuvent être trouvés dans les salles en utilisant l'action de fouille. On prend 2 cartes, on en conserve une. Lorsque vous faites une action de fouille dans une salle, vous ne pouvez piocher que des objets de la couleur qui correspond. Très bien. On regarde pour ça l'icône qui apparaît. Lorsque vous faites une action de fouille dans une salle blanche, vous pouvez piocher des objets de l'une des 3 pioches. Ah ouais, d'accord, dans une salle blanche. Ah, c'est bien ça, on peut fouiller dans une salle blanche. C'est ça, hein? Ça a l'air d'être ça, parce que si je prends ça, c'est une salle verte. Ça, ce serait une salle jaune. Bon, je me colle un doute là, mais ça doit être ça, hein. À chaque fois que vous faites une action fouille dans une salle, le compteur d'objets de la salle diminue de 1. Lorsqu'il atteint 0, la salle ne peut plus être fouillée. Alors c'est ce que je disais au début de la vidéo quand j'ai merdouillé dans l'interprétation. Ah bah là pour le coup, non, là on peut pas fouiller puisqu'il n'y a pas de compteur de fouille. Là on a bien un compteur de fouille. Ok. Ah ouais, quand ils appellent salle blanche, effectivement on a les 3 symboles qui sont représentés. On peut prendre n'importe quelle catégorie d'objets. Rien à voir avec une salle où on ne peut pas fouiller. Ah bon Dieu. Ok. Ok, ok. Fabrication d'un objet, ben ça on l'a vu, ça va être un mémo. Les cartes objets bleus sont des objets fabriqués. Ils ne peuvent pas être trouvés en fouillant les salles. Ils peuvent uniquement être assemblés à partir d'autres objets grâce à l'action fabriquer un objet.
Vous avez le droit de consulter le paquet d'objets fabriqués à tout moment. Ces cartes ne sont jamais piochées. En revanche, quand vous fabriquez un objet, cherchez-le dans le paquet et conservez-le. Ouais, si je fabrique la combinaison tout-terrain, il va falloir que j'aille la trouver dans le fameux paquet. T'as du mal? Non. Les cartes objets fabriqués affichent deux icônes grises représentant les composants requis pour la fabrication. Les cartes objets qui peuvent être utilisées comme composants affichent une icône bleue. En défaussant la carte, vous obtenez le composant spécifique qui vous permet de créer l'objet. Pour créer un objet fabriqué, vous devez faire l'action de base, fabriquer un objet ou défausser les deux cartes marquées des icônes bleues qui correspondent. Chaque carte défaussée fournit une icône parmi les deux nécessaires. Vous pouvez fabriquer 5 objets différents, ce qui est déjà pas mal. Un antidote, un taser, un lance-flamme, une combi tout-terrain ou un pistolet. Vous ne pouvez pas fabriquer un objet si la carte bleue correspondante n'est plus disponible. Ah bah oui, même si vous disposez des composants nécessaires. Donc en partie normale, ça peut être la course à celui qui le premier fabriquera le lance-flamme par exemple. Les objets de quête. Alors les objets de quête, bah, on les a vus tout à l'heure, hein, puisque ce sont nos petites cartes de départ. Ils ne sont pas disponibles au début du jeu. Chacun d'entre eux a une condition spéciale que vous devez remplir. Activer un objet de quête est une action de base. Une fois activé, on retourne la carte et on le considère comme un objet standard. Il peut occuper une main, donc là ce serait le cas. Si je fais ma combi d'intervention, je devrais la placer ou en main gauche ou en main droite. Ah ouais, zut. Euh, Activer un objet de quête, ouais d'accord, une fois activé. Considérez-le comme un objet standard. Il peut occuper une main, être défaussé, donné, etc., etc. Ah ouais. Mais jamais je donne mes objets de quête. Enfin, voyons. Attaquer les joueurs. L'expérience tente à prouver qu'au-delà d'une certaine période, les missions spatiales menées dans un espace confiné génèrent des tensions indésirables. Pour empêcher qu'elles ne dégénèrent en règlement de compte, les corporations spatiales dépensent des sommes astronomiques pour que leurs employés soient munis d'implants générant un champ psychique empêchant toute violence directe envers les Homo sapiens. C'est pourquoi ni l'équipage des vaisseaux, ni le personnel de nos instituts ne peuvent s'entretuer. Vous ne pouvez pas attaquer directement les autres joueurs, mais ils peuvent souffrir de dégâts collatéraux, qu'ils soient délibérés ou non. Par exemple, vous pouvez isoler quelqu'un dans une salle en feu, activer l'autodestruction alors qu'il reste du monde dans la base, jeter une charge de termites dans une salle où un camarade est aux prises avec un intrus. Nous vous laissons libre du choix de la mort de vos congénères. Oh purée, on a atteint la page 26. Et avec la page 26, ça veut dire que l'on a atteint toutes les règles de Nemesis Lockdown. Après, la page 27, ça reprend, on l'avait vu, c'est l'index des salles. Pour faire une action de salle, vous devez être dans la salle qui correspond. Vous ne pouvez pas faire une action de salle en combat. Vous ne pouvez pas faire une action de salle s'il y a un marqueur salle dans la, s'il y a un marqueur panne dans la salle. En fait, c'est des conditions à tiroir, hein. On peut faire ça sauf si ce tiroir-là est ouvert. On peut faire ça sauf si cet autre tiroir est ouvert. Donc pour agir, il faut que tous nos tiroirs soient fermés. Et puis voilà, c'est tout. On a un rappel sur les salles avec un ordinateur, hein. On ne les utilise que si le secteur est alimenté. Et puis après, comme on l'avait vu, les 3 pages qui suivent reprennent. Non, ce sont les 2 pages qui suivent. Règle spéciale, salle spéciale.
On a les salles spéciales, les salles de base niveau 2 et les salles de base niveau 1. Et ça, en fait, on les a là. Salle niveau 1, OK. Les salles de niveau 2 et nos salles spéciales. Est-ce que je les vois bien? Oui, escalier de secours, etc. Donc c'est bon. Ça, ils ont eu la bonne idée de nous l'offrir en index séparé. Ce qui nous amène au mode qui va moi m'intéresser dans l'immédiat, c'est-à-dire le mode solo et coopératif. Alors qu'est-ce qui se passe en mode solo? Nemesis est plutôt conçu pour que le jeu soit semi-coopératif, mais vous pouvez jouer seul. Ce mode a son propre paquet de cartes objectifs, solo coop. Au début de la partie, piochez 2 cartes de ce paquet au lieu de les prendre dans le paquet normal. Après avoir placé la contingence active sur le plateau, piochez 2 jetons du pool neutre au lieu d'un seul. Ah oui, alors les contingences, c'est ce qui permet en fin de mission. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui, elles sont là. De dire ce qui va se passer. Ce qui va se passer si, par exemple, il y a des personnages qui n'ont pas minimum 4 connaissances, on sera mort. Donc à nous de nous débrouiller pour aller chercher 4 connaissances. Je l'ai compris comme ça, hein. Alors, vous devez choisir quel objectif garder lors de votre première rencontre avec un intrus. Ça a été dit et répété, c'est très bien. Important, en solo, il y a moitié moins d'objets dans les salles, arrondi au supérieur. Pour un jeton d'exploration marqué 1, 2, mettez le compteur d'objets sur 1. Et pour un jeton marqué 3, 4, mettez le compteur sur 2. Oh la vache. Pour gagner, vous devez remplir votre objectif et survivre. D'accord, donc on a une pénalité sur le nombre de fouilles, pour que je suppose ça aille plus vite. On a juste un avantage sur la révélation des contingences. Et à part ça, ça va. S'il se passe quelque chose, on vous le dira. Ah ouais, c'est pas cool, hein? C'est pas cool, mais on n'a jamais dit que ce serait une partie de rigolade non plus. Alors le mode coop. Ce mode supplémentaire est conçu pour les joueurs qui veulent une coopération complète sans possibilité de trahison. Ce mode dispose de son propre paquet de cartes objectifs, ouais, solo coop. Au début de la partie, chaque joueur en pioche une, au lieu d'en prendre deux. Ouais. Pour remporter la partie, tous les objectifs doivent être remplis et au moins un joueur doit survivre. Ouais, ça reste sympa ça quand même. Le mode coop, bah oui, moi j'aime les jeux coop et 95% des animations que je fais, hein, que ce soit en entreprise ou chez les particuliers, on est sur du jeu mode coop. Puis après, si vraiment ils ont envie de friter, je pense notamment à Dead of Winter. J'ai des clients qui ont d'abord joué une fois à Dead of Winter full coop et puis après, ils se sont bastonnés avec Traître ou même la colonie en guerre. Réanimation, c'est pas vrai. Dans ce mode de jeu, l'infirmerie est équipée d'un autodoc, un appareil spécial capable de réanimer un personnage à l'article de la mort. Lorsqu'un personnage est tué, un autre personnage peut transporter son cadavre, donc le jeton cadavre, jusqu'à l'infirmerie pour le réanimer. Au début de la manche suivante, replacez le jeton par la figurine du perso. Le perso réanimé perd toutes ses blessures légères et ses blessures graves sont transformées en blessures pansées. Ah, c'est sympa ça! Important, l'infirmerie ne peut pas être utilisée s'il y a un intrus ou un marqueur panne dessus. Ouais, on le sait, on le sait. Absolument. Bon, c'est pas mal ça. Là, franchement, c'est pas mal parce que je ne me voyais pas jouer à Lockdown en gérant 2 persos
autre que par le mode éventuellement full coop. Pas si ça a un intérêt vraiment sympa, ne le connaissant pas encore plus que ça, je ne peux pas dire. Mais enfin, bon, pourquoi pas, hein. Et ne dites pas, ouais, mais ça sert à rien de jouer en solo ou en coop, ça perd tout le principe du jeu. Non, c'est une autre façon de jouer. Ne m'emmerdez pas avec ça, bordel. Jouer des personnages du jeu Nemesis. Pas du tout, je n'ai pas le jeu Nemesis. C'était tentant, mais Retaliation, Retaliation avant tout. Le plateau de jeu alternatif, alors ça, je vais pas le voir parce que c'est quand on retourne le plateau. Pourtant, ça a l'air sympa, hein. Oui, c'est ça, c'est la surface martienne. Ça a l'air sympa comme tout, mais peut-être que j'y viendrai un jour en appliquant toutes ces choses-là. Là, on voit qu'a priori, on peut sortir de la base, hein, pour aller faire des trucs. Ça peut être cool, vraiment très cool. Donc, au-delà de la rejouabilité, où elles sont mes fiches? Ah oui, c'est vrai que j'ai commencé à trier tout ça. J'ai libéré une étagère spéciale pour pouvoir stocker. Au-delà de la rejouabilité que l'on a avec déjà chaque personnage, hein, puis la rejouabilité avec le placement des tuiles au pif, eh ben, on a une autre rejouabilité en retournant le plateau, ce qui est quand même assez énorme. Alors, c'est vrai que ce genre de jeu de survie-gestion ont un potentiel rejouable beaucoup plus important qu'un simple dungeon crawler, parce que bien souvent, quand on a fait une fois toute une campagne d'un dungeon crawler ou d'un land crawler, bah, on s'est fait plaisir, on en a fait le tour. Est-ce que par contre, sur un jeu comme ça, on va le sortir 25 fois de suite comme on fait 25 fois une aventure dans un dungeon crawler? Peut-être. Peut-être, peut-être. Ça a matière à réflexion parce que finalement, ce jeu-là qui me donne grave envie d'y jouer, est-ce que j'ai d'autres jeux de ce type-là? Eh ben, j'ai tendance à dire non. Je vous rappelle que j'avais fait, quand j'avais fait l'acquisition de Frostpunk, j'avais tenté, hein, des parties de survie. Ça m'avait pas convenu. Là, je pense que puisqu'on est à l'échelle vraiment à un zoom dans un lieu précis, je pense que ça me conviendra beaucoup plus. Et puis encore une fois, pour animer des après-midi ou des soirées, du lundi au dimanche, c'est impeccable. Ok, la dernière page, c'est quoi? Bah, la dernière page, c'est ce qui continue la règle du plateau alternatif. On a un dernier encart là, affronter les intrus de Nemesis dans Nemesis Lockdown. Ah oui, c'est pour mettre les ennemis du premier Nemesis dans ce jeu. Ah, puis attendez, j'ai oublié un aspect de la rejouabilité, c'est avec la boîte des Chytrides. C'est quand même pas rien. Bon, et bah Fichammo, très 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 gros morceau de règles. Alors là, comment ça va se passer? Ça devrait bien se passer. Que je vous montre ça. J'ai pas encore entamé la peinture des 6 survivants du jeu, de la boîte. Par contre, j'ai démarré symboliquement la peinture. Vous voyez, ça c'est fini. Ça a plus qu'à passer au vernis. Toc. J'ai mis aussi en dessous, ça peut être tout con, mais un G pour griffes. Ça, je saurai très vite que ce sont les griffes. Ça, j'ai rien mis. Ma petite tête arrive à se souvenir que ce sont des larvounettes. Donc, bah voilà, on aura une teinte différente par type d'intrus. Et puis ça va le faire, hein. Franchement, comme ça va très bien le faire. Et puis une attention particulière, comme d'hab, sur nos héros. Tout ça pour vous dire que non, je ne vais pas enchaîner une tentative de gameplay
dans les jours qui viennent, c'est même pas possible. C'est tellement touffu, vous avez vu le mémo, il va falloir que je travaille ça, propre et puis par contre, quand je serai opérationnel et ben, hop, on y va, on teste, on voit ce que ça donne pour se prendre une première branlée et pourquoi pas enchaîner les branlées? Ça soulage toujours. Voilà, voilà et ben, on en a fini avec, déballage plus la découverte de Nemesis Lockdown. On va se dire à la prochaine pour changer d'univers pour le coup et donc avoir de nouvelles aventures et puis, bah, faites le plein de vos navettes parce qu'on se retrouvera sur Mars le plus vite possible. J'espère que cette série de vidéos, comme d'habitude, vous convient et à très vite. Salut, salut.